Les préjugés, les idées reçues que je pouvais avoir sur ces jeunes étaient complètement à côté de la plaque. De m'être rendu compte à quel point je me trompais sur eux et à quel point ils ne correspondaient pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les principaux médias. Et c'était ça l'objectif de cette enquête. Je voulais recontacter certains anciens participants pour qu'ils me racontent leur histoire, leur parcours, pour comprendre comment est-ce qu'on tombe dans la petite délinquance et surtout comment est-ce qu'on en sort. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Mon invité aujourd'hui est Basile de Bure. Bonjour Basile. Bonjour. Vous êtes journaliste, c'est vrai qu'on vous surnomme le Psy des Lascars. Ça m'est arrivé, effectivement. Vous êtes là parce que vous publiez Que le destin bascule chez Flammarion, mais est-ce qu'il y a une suite à votre titre ? Que le destin bascule ? Ouais. Il faudrait écouter la chanson de Lunatic pour ça, puisque ça vient de là, donc je vous conseille à tous, mauvais œil. Oui, effectivement, et il y a une sacrée playlist dans votre livre. On en écoutera quelques-uns aujourd'hui. Basile de Bure, avec un nom pareil, avez-vous été tranquille ? Jusqu'à maintenant, plutôt. Et c'est justement un des sujets du livre. Je voulais analyser mon propre parcours en le comparant à celui des jeunes que j'ai pu suivre, puisqu'il s'agit de jeunes condamnés, on va pouvoir y revenir. Mais avec cette expérience, j'ai pu me rendre compte à quel point mon parcours avait été facile assez souvent. Mais ça, c'est une phrase qu'on vous a dite. Oui, qu'on m'a répétée depuis mon plus jeune âge, mais justement en me rendant compte des obstacles invisibles que certains ont pu rencontrer sur leur chemin, je me suis rendu compte pourquoi est-ce que pour moi ça avait été si facile. Je pense notamment à l'école, au rapport à la police, à la maîtrise de certains codes dont je n'avais pas forcément conscience de leur importance. Et voilà, on pourrait y revenir en parlant de la genèse de cette enquête. Oui, vous dites que vous êtes né avec ce qu'on appelle une cuillère dans l'argent, avec une cuillère en argent dans la bouche. Alors c'est une expression qu'on utilise de moins en moins, hein. Mais c'est pas qu'une image, dites-vous. Oui, cette cuillère existe bel et bien. Je l'ai chez moi, on me l'a offert à ma naissance, puisque c'est un grand classique dans le milieu d'où je viens. Et elle est le symbole de la classe à laquelle j'appartiens, de la bourgeoisie, de la noblesse même. Et c'est aussi tous les privilèges qui sont liés à l'appartenance de cette classe que je voulais mettre en lumière dans cette enquête, encore une fois, comparant mon histoire à celle des personnages. Mmh. Vous pensiez qu'aujourd'hui vous seriez là si vous étiez allé au collège Henri IV ? C'est une bonne question. C'est difficile de faire l'histoire à l'envers, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments sur mon parcours qui m'ont orienté vers cette enquête et vers la curiosité des autres. J'en parle dans le livre justement, et je pense notamment à ma passion pour le rap français, qui sont pour moi les sociologues des quartiers, ma passion pour le football, toutes ces passions qui m'ont poussé à m'intéresser aux autres, à rencontrer des gens qui venaient d'un autre milieu que le mien et à faire naître l'intuition chez moi dès mon enfance, d'un décalage de l'intuition du racisme, l'intuition qu'on n'était pas traité de la même façon quand on était noir, arabe ou blanc, aujourd'hui dans le centre de Paris. Et cette intuition naît avec un jeune garçon qui était tout seul. Oui, ça c'est une histoire que je raconte en primaire, effectivement. Ouais. Alors moi j'ai grandi dans le 16e arrondissement, dans une école où il y avait quasiment pas d'élèves noirs ou arabes, et je me rappelle de ce petit garçon qui était arabe, qui était donc différent de moi et mes copains de classe, et qui était toujours tout seul en fait, qui avait une posture agressive. On entendait parfois les surveillants dire il finira en prison celui-là. Et en fait, il m'interpellait. J'essayais de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ce décalage entre lui et nous. Et je me rendais compte qu'en fait, cette forme d'agressivité, elle pouvait venir d'une forme de rejet qu'il subissait. Et que déjà, dès l'école primaire, on pouvait avoir des élèves qui mettaient à l'écart celui qui était différent. Une forme de solitude. Exactement. Plus que d'agressivité, finalement. Oui, exactement. Et en fait, c'est aussi une sorte de métaphore finalement de notre société, de voir comment est-ce que quand on met à l'écart certaines catégories de la population, quand on exclut, quand on met au banc de la société, ça peut faire naître une forme de ressentiment qui peut aboutir à, pourquoi pas, des formes de délinquance, mais on se demande où ça commence. Mais est-ce que vous êtes sorti de l'autoroute ? Alors je sais pas, je peux pas m'affranchir de mon milieu de toute façon. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'être sorti de l'autoroute ? En tout cas, d'avoir fait un pas de côté, d'avoir eu une distorsion biographique qui m'a entraîné à regarder la société d'un point de vue différent. Et encore une fois, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est en intégrant cette association, en commençant à travailler avec des jeunes condamnés, puisque c'est de ça qu'il s'agit, que j'ai pu porter un regard différent sur le fonctionnement de la société, sur la justice, sur ce qu'on appelle les délinquants, ce qu'on appelle même parfois les sauvages ou les racailles, ce terme que je déteste dans le discours politique, et de me rendre compte qu'il ne correspondait pas du tout à l'image que je me faisais à l'image qu'on peut avoir
dans les principaux médias. Alors c'est vrai que votre livre, c'est le fruit d'une expérience de 5 ans, une plongée au cœur de ce que vous appelez la petite délinquance, un livre qui vous a amené à vous revoir ce que vous appelez votre vérité sur la délinquance. Alors ça commence finalement par une rencontre. Avant d'arriver au bureau ce matin-là, vous rencontrez un jeune garçon. Oui, donc on me propose d'animer un stage de TIG, de travail d'intérêt général. Alors moi je dis TIG, c'est marrant, vous dites TIG, ou TIG, pas, le souvenir d'armée. Les deux marchent. Ouais, TIG, ça a plus vite. Ouais. Et donc je me retrouve le premier jour, avant mon premier stage, avec un certain nombre d'appréhensions. Je me rends compte que j'ai plein de préjugés, plein d'idées reçues sur ces jeunes, et qu'en fait, j'ai la trouille, quoi. J'ai peur carrément, et je me demande face à qui je vais me retrouver. Et en chemin vers l'association, c'est une vraie histoire qui m'est vraiment arrivée. Je traverse le pont bleu entre le 18e et le 19e, rue Riquet, et il y a un homme en fauteuil roulant qui arrive. Et je me rends compte que j'hésite à aller l'aider. Je suis plein de retenue, cette retenue bourgeoise qui fait qu'on se dit que on va peut-être vexer quelqu'un. J'y vais pas, voilà, il y a toujours en l'aidant. Ouais. Et puis il y a un jeune homme qui me double dans la rue, lui qui se pose pas de questions, qui va aider l'homme au fauteuil roulant, qui l'aide à traverser ce pont, à monter la pente. Et puis je vois qu'il discute, qu'il rigole, et qu'en fait la chose la plus naturelle du monde, c'était d'aller aider cet homme. Et puis je pense à autre chose et je continue ma route jusqu'à l'association. Et là j'arrive dans la salle où on est censé accueillir ces dangereux délinquants. Et parmi les jeunes condamnés, je me rends compte qu'il y a ce jeune homme, qui a aidé l'homme au fauteuil. Et c'est une anecdote toute bête, mais en fait je me rends compte dès le premier jour qu'il y a une inversion totale des valeurs que je pouvais avoir. Que ceux que je considérais comme des méchants, et en fait c'était peut-être pas aussi simple que ça. Bon, il s'appelle Walid dans votre livre, mais peut-être que dans la vraie vie il s'appelle pas Walid. Alors celui-là, j'ai gardé. Vous avez gardé son vrai prénom. Si Walid nous écoute. Alors, ça commence donc par une demande. On vous demande de participer à des stages de citoyenneté. Quel était votre rôle exact dans ces stages ? Alors c'est un stage qui a été créé en 2015 par la mairie de Paris et qui s'inscrit dans le plan de lutte contre la radicalisation qui a été lancé après les attentats de Charlie. Donc c'est un stage de prévention à destination de jeunes adultes sous main de justice qui ont donc été condamnés à une petite peine et qui se retrouvent à effectuer un travail d'intérêt général. Donc moi je suis journaliste, je travaillais déjà dans l'éducation aux médias, donc j'avais l'habitude de parler de mon métier, d'expliquer comment est-ce qu'on va à la recherche de l'information, comment on vérifie ses sources, et le but c'est vraiment d'essayer d'empêcher une certaine partie de la population d'adhérer aux théories du complot ou à certaines fake news, voire à la propagande de Daesh. Donc c'est dans ce cadre que j'interviens dans le stage. Pour donc vous êtes chargé d'animer quoi, des ateliers sur l'information, c'est ça ? Exactement. C'est toute une semaine avec un certain nombre de thématiques où on va créer un espace de débat pour parler de l'information, de la liberté d'expression, de la caricature, de la citoyenneté, et on va créer un journal avec le groupe. C'est ça l'objectif de ces stages. Bon, c'était à la fois stage de citoyenneté et TIG d'ailleurs, votre formation. Enfin, formation, je mets entre guillemets, mais... Exactement. Citoyenneté, TIG et éducation aux médias. Qui sont ceux qui participent à ces stages ? Alors, ce sont donc des jeunes adultes. En général, ils ont entre 18 et 25 ans. C'est quasiment essentiellement des hommes. Sur près de 400 participants, je n'ai eu affaire qu'à 10 jeunes femmes. Ils sont condamnés, alors on peut dire les stats officiels, pour une peine de tige, c'est 25% des délits de la route, 25% des vols, 20% des usages de stupéfiants et 20% des outrages et rébellions. Donc c'est la petite délinquance assez basique. D'accord, mais quel rapport avec la radicalisation alors ? Alors c'est une action de prévention assez large. De toute façon, on vise pas forcément des profils en voie de radicalisation, mais il y a eu, la mairie de Paris a pu identifier que sur ces profils-là, il pouvait y avoir une propension à adhérer à certains discours radicaux. Bon, alors, vous avez du recul, parce que vous avez animé 37 stages, ça fait que vous avez vu passer devant vous à peu près combien de participants ? Même un peu plus maintenant, puisque j'ai continué depuis l'écriture de ce livre, mais grosso modo, j'ai dû avoir affaire à peu près 450 jeunes condamnés. D'accord. Quand on lit votre livre, on se rend compte qu'au moment où vous animez les stages, vous savez assez peu pourquoi ceux qui y participent sont là. Je sais même pas du tout. Et ça, c'est important. Ça me regarde pas. Quand ils arrivent dans ce stage, on n'est pas dans le cadre d'une peine. Moi, je représente pas la justice, donc je n'ai pas à savoir pourquoi ils sont là. Moi, je suis face à des jeunes qui participent à un stage. Je suis là pour parler de mon métier et on échange dans ce cadre. Après, inévitablement, ils se mettent à en parler. Quand on passe une semaine avec des personnes, il y a un certain lien qui se crée, une certaine confiance qui s'établit. Et assez souvent, ils se mettent à parler, parfois même parce qu'ils en ont besoin. Et ils se mettent à parler de leur cas personnel. Et donc, je finis par apprendre assez régulièrement pourquoi est-ce qu'ils ont été condamnés. Et dans le cadre de mon livre, comme j'ai suivi justement d'anciens participants de ces stages, j'en sais même un peu plus sur leur parcours. Alors, 5 ans après, qu'est-ce qui vous donne l'idée
d'avoir envie justement de vous intéresser à leur histoire et d'écrire ce livre? Alors justement parce que... C'est toujours votre intuition? En tout cas, c'est de m'être rendu compte à quel point les préjugés, les idées reçues que je pouvais avoir sur ces jeunes étaient complètement à côté de la plaque. De m'être rendu compte à quel point je me trompais sur eux et à quel point ils ne correspondaient pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les principaux médias. Et c'était ça l'objectif de cette enquête. Je voulais recontacter certains anciens participants pour qu'ils me parlent d'eux, pour qu'ils me racontent leur histoire, leur parcours, pour comprendre comment est-ce qu'on tombe dans la petite délinquance et surtout comment est-ce qu'on en sort. Qu'est-ce qui s'était passé depuis ? Est-ce que cette peine avait été utile ? Est-ce qu'ils avaient enclenché un processus de réinsertion pour rendre leur individualité à ces jeunes ? Pour rendre, encore une fois, leur individualité à ceux qu'on appelle les voyous, les sauvages, tous ces termes qui les enferment dans un imaginaire dangereux, et pour leur montrer que derrière un acte de délinquance, il y avait aussi des personnes avec une histoire. D'accord, mais alors comment est-ce que vous les contactez ? Vous aviez conservé leurs coordonnées ? Alors oui, j'étais resté en contact avec certains, essentiellement grâce aux réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Instagram. Et quand je les ai recontactés, je ne savais pas du tout comment ils allaient réagir. S'ils allaient m'ignorer, refuser de me répondre. C'était quoi le deal ? C'était, je fais une enquête pour savoir effectivement si les TIG, ça fonctionne, si tu t'es réinséré, où tu en es aujourd'hui. Exactement, je jouais carte sur table. De toute façon, je disais que j'avais envie de faire une enquête sur les tiges et sur les différents profils que j'avais pu rencontrer, s'ils étaient d'accord pour me raconter leur histoire. Et à ma grande surprise, la plupart ont tout de suite accepté de me répondre. Et pendant les entretiens que je menais avec eux, il y avait une facilité de discussion assez naturelle. En fait, ils avaient envie de me parler. J'avais presque pas besoin de poser des questions. Quand on se retrouvait, ils me racontaient tout. Et je me suis rendu compte justement de cette position un peu particulière que j'avais. D'un côté, je ne suis pas à la justice, je porte pas de jugement sur ce qu'ils ont fait, pas de jugement moral. Et de l'autre côté, je ne suis pas non plus leur famille ou un ami, parce que souvent ils ont honte de parler de leur parcours avec leurs proches. Et cette position de neutralité, presque comme un psy, comme on le disait tout à l'heure, ça leur permettait de s'ouvrir vraiment très facilement. La disco de votre livre est très importante, puisque c'est un livre que vous avez mis en musique. On va démarrer cette partie avec une chanson du 113. C'est ça notre vie, code 94. De la ville, c'est 113. Vous dites que carrément pour vous, c'est le chef-d'œuvre le plus important de votre vie. Pourquoi ? Ah oui, je pense que ça reste mon morceau préféré, qui a été produit par Feu DJ Mehdi, qui a produit tout cet album qui est un chef-d'œuvre, et DJ Mehdi qui est peut-être le plus grand génie de la musique pour moi, que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelques années. Et oui, c'est vrai que je parle beaucoup de rap français dans ce livre, parce que j'ai essayé de comprendre d'où me venait cet intérêt pour ces jeunes qui sont si différents de moi et de mon milieu. Et c'est vrai que le rap français a eu un rôle très important dans cette curiosité, que j'en écoute presque par hasard depuis que je suis petit garçon, et que ça a été vraiment une fenêtre sur un autre monde pour moi. Et que cet album du 113 en particulier m'a touché, parce qu'il m'a plu, et parce que les paroles du groupe sont incroyables, et qu'ils rendent compte d'une réalité que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à cet album. Voilà, et c'est la première fois, dites-vous, que vous entendez parler des peines alternatives. Ouais, des TIG, c'est une phrase de AP, où dit « Oublie les vacances d'été, tu fais des TIG ». Il y a un morceau de Sniper aussi qui s'appelle « Fait divers », dans lequel il parle des TIG dans la première phrase du morceau. Donc voilà, ça a été aussi pour moi une découverte, puisqu'évidemment c'était quelque chose de très lointain, la justice et les tiges quand on grandit dans le 16e arrondissement. Et votre expérience avec le rap commence avec un disque de Doc Génico, un album de Doc Génico que vous gagnez dans une radio concurrence. Qui était juste à côté de chez vous, au rue Boileau. Exactement, on va pas la citer, mais qui était citée, on peut, c'est Énergie. Juste en face de mon école primaire, et la tradition voulait que quand on avait un bon bulletin, on pouvait aller à l'accueil de la radio et ils nous offraient des CD. Donc moi j'étais ressorti un jour, je devais avoir 8 ans, avec un CD de Doc Gynéco dont j'avais jamais entendu parler et que j'écoutais en boucle jusqu'à le connaître entièrement par cœur, de la première à la dernière chanson. Et ça a été le début d'une histoire d'amour. Alors, ces stages que vous avez animés donc, sur l'éducation aux médias, finalement, ceux qui participaient à ces stages, comment ils recevaient l'information que vous leur donniez ? Alors déjà, ils sont très intéressés. Moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est la capacité d'écoute, de débat, de remise en question, d'honnêteté. C'est vraiment un espace privilégié. On n'a plus l'habitude en fait d'avoir des débats aussi riches, aussi sereins, avec des gens qui sont capables de se remettre en question et de changer d'avis. Ils ont un rapport qui est très particulier à l'information. Ils ne s'informent quasiment que par les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais acheté un journal, ils écoutent peu la radio, donc c'est aussi une histoire de génération par ailleurs. Mais on se rend compte du décalage qui peut exister, et comme ils sont parfois aussi
couper de l'information. Il y a aussi une certaine défiance par rapport au travail de journaliste. Souvent, j'entends que les journalistes sont des menteurs. Donc, c'est aussi important de rappeler les bases de notre travail. Ou que les journalistes sont blancs. Et évidemment, bien sûr, ça c'est quelque chose qui est important, la représentation. Comment est-ce qu'on se projette dans un imaginaire quand on voit que des hommes politiques blancs, des journalistes blancs? Pour eux, ce sont des métiers de blancs. On me l'a exprimé de cette façon, même si ça commence à changer et qu'il y a des domaines comme le sport par exemple où il y a beaucoup plus de diversité. Mais en tout cas, ça reste quand même assez mono-milieu social. Et donc voilà, c'est d'accepter aussi les critiques de leur part quand ils disent que les journalistes sont des menteurs, qui me parlent de BFM TV ou même de Cyril Hanouna qui n'est pas un journaliste, mais en tout cas ils ont un esprit critique, ils sont capables d'analyser ce qu'ils voient et d'avoir un vrai regard critique sur l'information qu'ils regardent. Alors évidemment vous n'étiez pas là pour parler de la météo, hein. Non, absolument. Oui. Dans ce genre de stage, vous étiez là pour parler des sujets qui posent des questions, notamment les attentats contre Charlie Hebdo. Ça a suscité quel type de réaction? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui revient quasiment toujours au milieu des débats. Et ce que je trouve intéressant... Est-ce que finalement le stage ne servait pas qu'à ça d'ailleurs? Au départ, c'était le point de départ, et c'était d'ailleurs beaucoup plus présent au début. Ça s'estompe et on voit comment est-ce que aussi, il y en a certains qui commencent à oublier. C'est quelque chose d'un peu flou, qui est moins présent dans les têtes aujourd'hui. Mais je l'observe aussi quand je fais des ateliers avec des enfants, ce que je continue à faire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça suscite toujours des débats au sein même du groupe. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Et quand il y en a un qui a une position un peu radicale, il va toujours être rappelé à l'ordre par les autres. Rappeler qu'on tue pas pour un dessein. Et ce qui est intéressant, c'est justement comment est-ce qu'ils vont se rappeler à l'ordre les uns les autres et avoir des positions différentes. Ça peut arriver qu'on ait des positions même provocatrices. Un jour, je travaille avec la PJJ, donc avec des mineurs condamnés, et on a un jeune homme au fond de la salle, au moment de parler de Charlie, qui s'écrit « bien fait pour leur gueule ». Donc ça, il faut aussi encaisser la remarque et voir comment est-ce qu'on crée un espace de débat pour comprendre d'où cette phrase vient. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu garder contact avec ce garçon, qui est un des personnages principaux de ce livre. Mais qui a refusé de vous parler pendant un moment. Pendant le stage, c'était compliqué. Voilà, exactement. Il faut expliquer. Il avait cette posture d'opposition, il était dans la provocation même. Et en fait, à la fin du stage, il m'a envoyé un texto assez incroyable qui m'a beaucoup surpris, où il nous remerciait, où il nous disait qu'il avait compris beaucoup de choses, qu'il avait compris qu'il fallait accepter les avis différents du sien, et j'avais été hyper touché par son message parce qu'il était absolument pas obligé de le faire. Et on a gardé contact et on a beaucoup échangé. C'est un garçon qui s'appelle Caïs dans le livre. Et en revenant avec lui sur l'épisode lié à Charlie, je me suis rendu compte... Le vilain garçon. C'est le sale gosse. Le sale gosse. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste une sorte de provocation pour nous mettre en difficulté. Lui qui avait toujours eu un rapport délicat à l'école, à l'autorité, qui avait vécu sa scolarité comme un échec, tout d'un coup, prendre une position radicale sur Charlie, c'est une façon d'inverser le rapport de domination. Cette mise en difficulté du professeur ou de celui qui parle, c'est une façon de reprendre le contrôle sur le rapport. Et que finalement, c'était pas forcément lié à l'islam ou au sacré, qu'il était assez loin de tout ça. Alors parmi les jeunes dont vous racontez l'histoire dans votre livre, il y a Isra et Bakary, Baya, Caïs, Gabriel, Julien et Joey. Alors Gabriel, son histoire est incroyable puisqu'en fait il est victime d'un contrôle d'identité qui tourne mal et vous avez envie, suite à l'histoire qu'il vous raconte, de mener votre propre enquête pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Oui, alors c'est une situation assez classique, assez banale pour eux. Ça commence par un contrôle de police. Ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable et dont je me suis rendu compte en discutant avec eux. C'est comme les contrôles de police font partie de leur quotidien. Ce sont des jeunes, pour la plupart noirs et arabes, qui viennent de quartiers populaires et qui se font contrôler quasiment tous les jours. Alors que moi, je n'ai jamais été contrôlé de ma vie. D'ailleurs, quand je leur dis, ils ne me croient pas. Alors, vous racontez deux histoires qui vous sont arrivées, une quand vous avez 13 ans et une quand vous avez 12 ans. Un contrôle auquel vous échappez, alors que tous ceux qui sont autour de vous, en rentrant du football, sont contrôlés, par exemple. Exactement. Et moi, je suis le seul blanc au milieu de la bande et on me demande de partir. Les policiers me disent « rentre chez toi ». Donc, je ne me fais pas contrôler avec les autres. Ce qui a été terrible pour moi à l'époque d'ailleurs, parce qu'après, j'étais la risée du collège. On se moquait de moi. Moi, j'aurais adoré être contrôlé avec les autres pour faire bad boy, mais voilà. En même temps, j'en rigole, mais cette scène est terrible. Il faut imaginer, on demande aux petits blancs de partir parce qu'on ne le contrôle pas. Et je demande souvent aux jeunes, justement, à quel âge est-ce qu'ils ont été contrôlés pour la première fois. Et les réponses qu'on me donne sont glaçantes. Il y a des jeunes qui ont été contrôlés pour la première fois à 10 ans, à 9 ans. Il faut imaginer un petit garçon de 9 ans qui se fait contrôler par une brigade de la BAC comme ça dans la rue. Il y a une symbolique vraiment d'humiliation que je trouve absolument terrible. Et donc dans l'histoire de Gabriel, c'est ce qui se passe. Il sort de chez lui pour aller voir un match de foot, il se fait contrôler.
Bon, déjà, c'est désagréable. On se rend pas compte de à quel point, justement, ça peut gâcher le quotidien. Dans l'immeuble, hein. Dans son immeuble. Dans son immeuble, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Il va rater le début du match. C'est désagréable. Donc, il s'énerve, il attend, ça dure. Finalement, voilà, une policière est un peu violente avec sa petite sœur qui rentre à la maison. Il s'énerve, le ton monte, ça dégénère. Il se fait plaquer au sol, embarqué dans le fourgon. Et là, dans le fourgon, on le tabasse, on l'insulte, des insultes racistes. Et les policiers cachent un pochon de cocaïne dans ses affaires. Donc en plus, on essaye de le charger. La deuxième fois, parce qu'en fait, il est fouillé 2 fois, c'est ce que vous expliquez. On le fouille une première fois, il n'y a pas de pochon. Et après, quand on l'amène au poste, là, ils placent un pochon dans ses affaires. C'est ce qui va le sauver d'ailleurs, parce qu'il va insister sur le fait qu'il a déjà été fouillé une fois et qu'il n'avait rien trouvé, ce qui est la preuve qu'il ne l'avait pas au départ. Donc finalement, il y a un faux PV qu'il charge. Il est jugé pour outrage, rébellion et appel à l'émeute. Et il va prendre 80 heures de tige et une amende. Pour rien, pour un contrôle de police qui a dégénéré. Et ça, c'est un vrai classique. Ces contrôles quotidiens qui vont forcément amener de la tension dans des situations où d'ailleurs à la base il n'y avait pas de violence et qui peuvent à tout moment dégénérer sur une situation d'outrage ou de rébellion. Donc Gabriel me raconte cette scène, moi je suis absolument scandalisé. Lui, ce qui est assez troublant, c'est qu'il s'en fiche. Il m'explique, mais tu sais, moi j'en ai entendu des dizaines des histoires comme celle-là, donc il est même plus choqué. Et je me dis que je vais essayer de retrouver la brigade qui l'a contrôlé. Que je vais le faire pour lui et pour essayer de voir aussi si c'est vrai, pour remonter la piste, pour avoir un peu plus d'éléments. Et en interviewant le brigadier chef du 18e arrondissement qui était en charge justement des interpellations en flagrant délit, je vais entendre parler d'une histoire qui est dans les médias de toute façon, d'une brigade de la BAC dans le 18e. C'est la grande histoire dans la petite histoire là. Exactement. Ouais. Là, c'est l'affaire Bilka qui était le surnom du chef de cette brigade, qui est justement jugé pour des faits absolument incroyables, pour corruption, violence, consultation de fichiers, enfin toute une série d'infractions. Et en fait, cette brigade a été condamnée en première instance, enfin en tout cas le chef de la brigade, à 8 ans ferme. Moi, je vais suivre le procès en appel et tout ce que j'entends dans la description des faits, c'est exactement ce qui est arrivé à Gabriel. C'est-à-dire qu'il y a d'autres jeunes qui ont subi exactement la même chose. Est-ce que vous arrivez à localiser celui qui a fait ? Alors on le saura jamais. Voilà, c'est ça. Et quand moi je suis tout content quand je découvre ça, mais Gabriel, lui, encore une fois, il s'en fiche. Il me dit, mais tu sais, qu'il soit condamné ou pas, de toute façon, il y en a d'autres qui reprendront. Donc ça, c'est assez désespérant. Et c'est le book club de Basile Debure qui porte son regard sur la délinquance dans un récit qui s'appelle Que le destin bascule aux éditions Flammarion. Il y a quelque chose que vous mettez en exergue dans votre livre, c'est le lien qui existe entre la petite délinquance et les plateformes de livraison. Vous parlez même, vous, de Uber Sheet. Alors, vous nous expliquez un petit peu ce lien ? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai observé chez quasiment tous les personnages que j'ai suivis dans cette enquête. C'est qu'à un moment donné, ils sont passés par les plateformes de livraison pour gagner leur vie. Donc, il faut rappeler quand même l'extrême précarité dans laquelle travaillent ces jeunes, mais eux, ils le voient comme un moyen d'émancipation. Ils trouvent ça formidable. Ils sont leurs propres patrons, ils ont leurs propres horaires, il n'y a pas d'entretien d'embauche, donc pas de délit de sale gueule ou de racisme comme ça peut arriver. Leur casier judiciaire n'est pas un problème, donc tout d'un coup, ils trouvent ça formidable. Mais en réalité, ce que ça montre, c'est comment est-ce que leur parcours, donc en général, ils ont arrêté l'école très tôt. La plupart des garçons à qui j'ai eu affaire ont arrêté avant le bac, donc ils n'ont pas de diplôme. Ils ont un casier judiciaire, ce qui est quand même un poids énorme pour avoir accès à certains emplois. Et en fait, ces emplois sont les seuls auxquels ils peuvent avoir accès. Donc c'est assez terrible de voir cette espèce de systématisme. Et j'ai essayé de réfléchir, à quel pouvait être le lien dans notre société, entre la façon dont on combat la petite délinquance et ces plateformes. Et je pourrais parler d'un auteur que j'ai découvert, un sociologue qui s'appelle Loïc Vacan, qui était un disciple de Pierre Bourdieu, et qui a publié dès 1999 un livre qui s'appelle « Les prisons de la misère », et où il explique déjà comment est-ce que dans la logique néolibérale, dans laquelle on veut le recul de l'État-providence, on va passer d'un État social à un État pénal. Et plutôt que de traiter la pauvreté avec la main gauche de l'État, qu'on appelle la main sociale, on va le traiter avec le côté pénal, c'est-à-dire un harcèlement policier, un traitement policier de la misère. On sait que cette petite délinquance, c'est surtout une délinquance qui est liée à la pauvreté. Et en fait, ce basculement aurait justement comme objectif de généraliser l'emploi précaire pour les catégories de la population les plus pauvres. Et ce que je trouve assez terrifiant comme logique. Vous parlez de ces plateformes, mais vous parlez également d'Amazon. Absolument. De toute cette ubérisation, on va dire, de la société. Bourdieu qui ouvre votre livre, « Quand le monde va bien pour soi, il va bien de soi ». Vous parlez de la police tout à l'heure. La police est-elle raciste
ou c'est le système qui rend les policiers racistes ? C'est une grande question. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi. J'ai beaucoup lu sur le sujet, des livres très intéressants. Ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut analyser le phénomène de sociabilisation au sein de la police par le racisme. Grosso modo, on n'entre pas dans la police parce qu'on est raciste, mais on le devient en étant dans la police. Parce que justement, il va y avoir un certain nombre de sociabilisation par le racisme. Il y a beaucoup d'affaires qui sont sorties, des groupes WhatsApp, des échanges assez terribles qui peuvent exister entre les policiers, où on se rend compte que voilà, pour rentrer dans le moule, il faut avoir cette attitude, et que tous ceux qui lèvent la voix pour dénoncer certains comportements sont mis complètement à l'écart. Donc il y a un processus de sociabilisation sur ces questions-là. Après, j'ai aussi pu étudier le fait que c'était un métier qui était justement surinvesti par le Front National, que ça pouvait être vraiment une stratégie politique. Et quand on étudie d'ailleurs le vote de la police, il me semble que c'était 60% qui avaient voté pour Marine Le Pen à la dernière élection présidentielle, donc c'est assez inquiétant. Après, une nouvelle fois, il ne faut pas généraliser, et ce que j'essaye de raconter dans le livre, c'est comment est-ce qu'en allant rencontrer la police, ce que j'ai fait en visitant un commissariat, en échangeant avec de nombreux policiers... Vous êtes allé, hein, vous avez vécu le parcours de ces jeunes, de ces petits délinquants. Ouais, c'est ça, je voulais remonter vraiment toutes les étapes de leur parcours, et encore une fois, revoir les préjugés que je pouvais avoir, puisque moi aussi j'avais des préjugés sur la police, notamment à travers l'histoire de Gabriel, où je pouvais avoir une certaine forme de colère. Donc je voulais aussi aller me confronter à l'institution policière. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est aussi des gens qui travaillent comme des fous, dans des situations de précarité parfois très dures, qui sont passionnés, qui sont parfois animés par les meilleures intentions, et qu'en fait c'est un métier extrêmement difficile aussi, et qu'il faut avoir cette image-là aussi en tête. Parmi les personnages, vos personnages, il y a Baya qui devait être là aujourd'hui. Alors Baya, c'est pas son prénom, mais elle revendique le droit à l'oubli. Qu'est-ce qui s'est passé avec Baya ? Alors Baya, elle a été condamnée pour menace de mort sur Twitter. Elle était assez jeune, elle avait 18 ans, et un jour elle publie un tweet à la suite d'une vidéo d'un célèbre journaliste connu pour ses positions contre l'islam, et elle va proférer une menace de mort à son encontre. Elle oublie cette histoire, elle pense que c'est rien, que c'est juste un mot comme ça. Et finalement, quelques mois plus tard, elle enlève le tweet aussi. Hein. Elle le supprime aussi. Elle supprime le tweet, hein. C'est ça qu'il faut expliquer pour l'histoire. Parce qu'elle a reçu un message d'un compte anonyme qui lui dit « J'ai fait un screenshot de ton message ». Elle se rend compte qu'elle n'était pas la seule à proférer une menace de mort à ce moment-là et par rapport à cette vidéo. Elle est donc convoquée au tribunal et elle se retrouve en garde à vue, à sa grande surprise, et elle va passer devant un juge et être condamnée à une grosse amende et à 140 heures de tige. Alors qu'elle se rendait évidemment pas compte de la gravité de la situation. Et ce qui est terrible, c'est qu'après l'audience, le journaliste en question va publier son identité sur les réseaux sociaux. Donc elle va se retrouver à son tour la cible des raids de l'extrême droite. Elle va recevoir des dizaines, des centaines de messages, d'insultes, de menaces, des gens qui vont trouver son adresse, qui vont la publier et qui vont la menacer. Donc on a vraiment une inversion de la peur et une inversion du harcèlement. Et donc il faut imaginer cette jeune fille qui se retrouve dans cette espèce de rouleau compresseur, à ne pas pouvoir parler de cette histoire parce qu'elle a honte et à porter son fardeau toute seule. Alors, à quoi elle est condamnée ? À quoi elle est condamnée ? Donc, à une grosse amende à payer aux donc journalistes. C'est quoi ? C'est 3 500 euros, hein. 3 500 euros qu'elle décide de payer toute seule. Hein, justement, avec la plateforme dont on parlait. Elle s'inscrit en plateforme de livraison pour rembourser sa dette toute seule. Elle est condamnée à des heures de tige. Et puis, elle a double peine avec justement ce harcèlement, et même la triple peine, puisqu'ensuite elle va postuler à un certain nombre de travail et se rendre compte que son casier judiciaire ne lui permet plus d'accéder à certains emplois. Elle faisait du babysitting, c'est plus possible. Elle voulait travailler comme surveillante dans son ancien collège, c'est plus possible. Elle rêvait aussi d'être accompagnante pour élèves handicapés AESH. Elle se rend compte que c'est plus possible. Donc en fait, c'est un même fardeau si elle qui continue à travailler auprès des personnes en situation de handicap aujourd'hui. Oui, mais dans des conditions particulières. Et puis là, aujourd'hui, elle a réussi à faire effacer son casier. Donc elle va aussi pouvoir reprendre un cursus pour accéder à ses bénéfices. Elle voulait changer de nom, elle l'a fait ou pas ? Alors, elle a engagé la procédure. Il faut que je vois où on en est, puisque justement, maintenant que le casier est vierge, c'est peut-être plus utile. Mais effectivement, elle avait été jusque-là, jusqu'à se dire, il faut que je change d'identité. Il faut que je change de prénom, parce que sinon, ça va me poursuivre toute ma vie. Il suffisait de taper son prénom et son nom pour avoir accès à cette histoire qui est toujours en ligne. Avec du recul, est-ce que ces TIG, ça fonctionne ? Est-ce que vous avez, et est-ce que vous voulez partager avec nous des exemples de réinsertion réussie ? Et je complète ma question, il y en a beaucoup dedans. C'est quoi une réinsertion réussie finalement ? Alors déjà, il y a un exemple assez concret, c'est l'histoire de Julien.
Julien, c'est un des personnages du livre. Il est condamné à des tiges. C'est un voleur, lui. Il est condamné pour une série de cambriolages. Un sacré cambrioleur. Ouais. Cambriolage quand il était mineur. Du coup, il est condamné à des tiges et pas de la prison ferme, ce qui peut arriver dans ce genre de situation. Lui, il fait son tige à la Philharmonie de Paris, qui accueille justement des jeunes condamnés. Et son tige se passe tellement bien qu'à son issue, on lui propose un CDD. Donc il se retrouve embauché avec un contrat. Ça, c'est l'exemple type d'un tige qui a du sens, qui va accompagner la personne condamnée vers la réinsertion, puisque c'est ça avant tout l'objectif d'un tige. Après, de façon plus générale, c'est difficile de savoir ce que ça produit dans la tête de ces jeunes. Déjà, d'avoir mis en place un espace de débat, s'ils peuvent ressortir de cette semaine en ayant appris des choses, en ayant une vision du monde un peu différente, c'est déjà une réussite. Et de façon plus globale, ce que je pense, c'est que de proposer une alternative à la prison, c'est déjà formidable. Qu'aujourd'hui... Oui, enfin, l'enfermement, vous dites que ça ne fonctionne pas. La prison ne marche pas. Bon, vous dites que ça ne fonctionne pas. Mais c'est vrai que quand on utilise des nouvelles mesures, des nouvelles méthodes, parce qu'on sait qu'il y a aussi des budgets pour ça, hein, on veut savoir si ça fonctionne et comment évaluer que ça fonctionne ou pas, finalement. Alors déjà, il y a des statistiques officielles. On peut dire que pour une peine de moins de 2 ans, après un emprisonnement, on est sur 61% de récidive. Après une peine de tige, on tombe à 30% de récidive. Donc déjà, on a une efficacité qui est assez parlante. On peut parler des coûts aussi. Un détenu aujourd'hui en France, ça coûte en moyenne 105 € par jour à la société. Une peine alternative, on va être sur une moyenne de 10 € par jour. Donc ça coûte 10 fois moins cher pour 2 fois plus d'efficacité. Rien que ça, c'est assez parlant. Aujourd'hui, l'état de nos prisons ne permet pas la réinsertion. Dans les maisons d'arrêt, donc les prisons qui accueillent des peines de moins de 2 ans, on a une surpopulation carcérale de 140%. On a des prisons où ça dépasse même les 200%. Dans ces conditions, on ne peut pas proposer des parcours de réinsertion à ces jeunes. Il n'y a pas de place en formation, il n'y a pas de place pour les études. La France est d'ailleurs régulièrement condamnée pour les conditions d'incarcération. Et c'est quelque chose qui produit de la délinquance. La prison aujourd'hui est criminogène. Et ce qui est terrible, c'est qu'on ne remet jamais en question l'efficacité de la prison. C'est vraiment la peine qui s'impose d'elle-même dans la société et dans le bon sens commun. Il faut qu'on sorte de ce paradigme, qu'on comprenne que la prison aujourd'hui ne marche pas en l'état actuel, pour les petites peines en tout cas. Et parmi ceux qui ont donc fréquenté vos ateliers citoyens, quels sont les autres exemples de réinsertion que vous avez ? Simplement l'électrochoc que ça produit chez ces jeunes qui sont condamnés à une peine de tige ou alors à du sursis, c'est-à-dire la dernière étape avant une peine d'incarcération. Et on a beau dire, on entend dans le discours politique que la prison ne fait plus peur à ces jeunes. Si, la prison fait peur. Personne ne veut aller en prison. Cette image qu'on se fait de la prison qui serait le Club Med avec des gens qui postent des stories sur Snapchat où ils ont tout ce qu'il faut en cellule, tout ça ce sont des représentations. Des jeunes qui ne peuvent pas dire à quel point c'est difficile. La prison, c'est un enfer. Et ces jeunes n'ont absolument pas envie d'y aller. Donc cette peine, justement, cette alternative à la prison, ça va être le petit truc qui fait qu'ils vont interrompre leur parcours de délinquance. Parce qu'ils savent qu'ils ont atteint le dernier stade avant l'incarcération. Vous offrez un livre à Caïs, je crois de mémoire, pour son anniversaire. C'est quoi ce livre ? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce livre ? En quoi est-ce que c'est un livre qui pouvait lui parler ? Je voulais lui offrir un livre. C'est mon classique, c'est ce que je fais. Moi, j'offre toujours des livres à des amis. Je me questionne d'ailleurs si ça a du sens pour lui, qui n'a pas forcément l'habitude de lire, qui n'a pas forcément... Mais moi, c'est au niveau du titre. C'est pour savoir pourquoi vous lui avez offert ce titre-là. Pour ses 18 ans, je lui offre L'attrape-cœur de Salinger. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, j'avais réfléchi au livre qui, moi, m'avait marqué quand j'avais 18 ans. Ouais. Et l'attrape-cœur arrive probablement en tête de liste. Et puis c'est aussi le profil de Holden, ce jeune qui se retrouve un peu livré à lui-même, qui s'est fait virer de son lycée, qui est amoureux mais qui ne sait pas comment s'y prendre et qui se retrouve tout seul à New York pendant quelques jours à faire un certain nombre de conneries. Et je me disais que peut-être que ça pouvait faire écho au parcours de Caïs. L'attrape-cœur, Basile de Bure. Votre livre s'appelle Que le destin bascule chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et que vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Passez un très bon dimanche sur Beurre FM.